je n'attendais pas grand-chose du barbecue familial. Je n'en attendais jamais grand-chose. Chaque fois que Karina me rappelait la date, je ressentais un profond pincement au cœur, mêlé d'appréhension et de résignation. Mon impatience pour ces retrouvailles s'était depuis longtemps estompée, remplacée par une acceptation quasi rituelle. Une fois franchi leur porte vitrée coulissante, je serais cordialement ignoré ou poliment mis à l'écart. L'insistance de ma femme était motivée par le désir de préserver les apparences, de rassurer sa famille sur ma participation volontaire à leurs traditions exubérantes, mais leur traitement à mon égard indiquait clairement que j'étais plus un invité secondaire qu'un invité à part entière. Je n'étais le bienvenu que dans la mesure où je ne gênais pas, un acteur invisible en marge de leur performance soigneusement chorégraphiée. En grandissant, j'avais élaboré des stratégies pour me fondre dans la foule, pour me fondre si complètement que personne ne remettait en question mon silence. En tant que consultant en logistique, je gérais des chaînes d'approvisionnement complexes, négociais des contrats à huis clos et gérais un portefeuille de clients prestigieux qui dépendait de ma discrétion. Mon succès était discret, presque secret. Une ironie qui m'amusait en privé, car cela me permettait de me forger une réputation de simple facteur parmi les personnes qui m'étaient les moins chères. Je parlais rarement de mon travail, préférant laisser les chiffres et les résultats parler d'eux-mêmes. En réunion, je portais des costumes sur mesure et une mallette en cuir remplie de feuilles de calcul et de propositions. Mais à la maison et lors des événements familiaux, je choisissais une tenue sobre, un polo uni, un pantalon usé et des chaussures cirées suffisamment respectables, sans être tape à accent grave-l'œil. Mon apparence était un camouflage délibéré. Le jardin résonnait du bourdonnement des conversations et du sifflement du barbecue à gaz. Les odeurs de charbon de bois et de travers de porc fumé se mêlaient aux douces notes de soda et de punch. Des éclats de rire éclataient tandis que cousins et beaux-parents échangeaient des piques et des compliments avec la même ferveur, et le tintement des gobelets en plastique ponctuait leurs phrases. Des enfants se précipitaient entre les jambes, poursuivant un frisbee ou tirant sur un fil de laine noué dans des couvertures tressées. Je me suis posté près de la clôture, à l'ombre du vieux chêne, pour me protéger du soleil de l'après-midi, et j'ai regardé Karina se faufiler dans la foule, débitant des platitudes en mon nom. Elle saluait ses tantes par des baisers, posait pour des selfies avec ses cousins et me jetait des coups d'œil par intermittence, comme pour se rassurer sur ma tolérance. Son regard, chaleureux et désolé, trahissait son inquiétude face à mon malaise, mais elle ne savait jamais vraiment comment combler le fossé entre sa famille et moi. Je sirotais lentement mon verre, savourant l'acidité de la limonade et la fraîcheur piquante du mythe. Mon silence attirait parfois l'attention. Un sourcil levé ici, un regard appuyé là, mais personne ne le questionna ouvertement. Il leur était plus facile d'accepter ma réserve que d'envisager la possibilité que je dissimule quelque chose. Sous leur rire et leur banalité, je percevais un courant de condescendance. Ils supposaient que je manquais d'ambition, que mon quotidien se résumait à des livraisons routinières et à des tournées postales. Pour eux, j'étais un archétype, un trope commode qui soulignait leur propre réussite. Ma nature calme ne faisait que renforcer leurs suppositions, et je ne faisais rien pour les corriger. Tant que je maintenais l'illusion, je restais inoffensive. En milieu d'après-midi, j'aperçus la grand-mère de Karina assise sur une chaise pliante à côté d'une table de salade de pommes de terre et de salade Kleslau. Sa posture était majestueuse malgré le mobilier en plastique, et son regard dérivait sur la famille rassemblée comme si elle était le chef d'orchestre d'un orchestre invisible. Elle me regardait avec la même froideur que j'attendais, poliment détachée, peut-être même légèrement amusée par ma présence. À cet instant, j'ai ressenti une pointe de pitié, comme si elle avait perçu l'écart entre ce que j'apparaissais et ce que j'étais réellement. Mais cette reconnaissance ne s'est pas traduite par de la compassion ou de la curiosité. Au contraire, elle n'a fait que renforcer sa conviction que j'étais satisfait de mon rôle. Je me demandais si quelqu'un me demanderait un jour ce qui me motivait, quelle réussite se cachait derrière mon apparence modeste. Karina s'est alors approchée de moi, le sourire radieux, mais le regard embrumé par l'inquiétude. Elle s'est attardée un instant, comme pour puiser de la force dans ma proximité, avant de me guider vers le buffet. « Vous désirez quelque chose ?» a-t-elle demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, reconnaissant de pouvoir bouger. À table, elle a rempli mon assiette d'un morceau de poulet grillé, d'une boule de salade de macaroni et d'une poignée de haricots verts. Chaque bouchée était savoureuse, me rappelant combien j'appréciais les plaisirs simples que je m'autorisais rarement. À chaque bouchée, je me suis résolu à savourer ces moments, aussi inconfortables soient-ils. Je jetai un nouveau coup d'œil autour de moi, observant les échanges maladroits dans la hiérarchie familière qui dictait les interactions. Mon statut d'étranger était devenu confortable dans sa prévisibilité,
mais aujourd'hui, il me semblait fragile, prêt à s'effondrer sous le poids d'un imprévu. L'air était chargé, comme si les fils de la conversation pouvaient se rompre à tout instant et révéler une vérité plus profonde. Mon pouls accéléra à cette pensée, mais je ne détournai pas les yeux. Si le destin m'avait consulté, j'aurais demandé le calme pour une autre heure de négligence polie. Mais cette fois, le destin en avait décidé autrement. J'avais à peine fait un pas dans le jardin que je ressentis une première pointe de dédain. La sœur de Karina, Blair, m'avait déjà repéré de l'autre côté de la pelouse, ses talons brillants s'enfonçant dans l'herbe estivale à son approche. C'était une force de la nature. Bruyante, fière et incroyablement raffinée. Son rire résonnait comme une cloche au milieu des bavardages de ses cousins et de sa belle famille. Je l'observais, presque invisible, parcourir l'assemblée d'un pas assuré, scrutant la scène avec une satisfaction béate, comme si chaque haussement de sourcil et chaque murmure lui appartenait personnellement. Un verre de vin était perché précairement entre ses doigts fins. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais connu le silence ni la retenue. « Regardez qui a finalement décidé de venir », cria-t-elle d'une voix faussement chaleureuse. Elle s'arrêta devant moi, inclina la tête et laissa son regard errer de mon polo discret à mes mocassins usés. « Je commençais à croire que vous alliez nous laisser tomber cette année, monsieur le facteur. » Un petit rire s'ensuivit, et je sentis la gêne me monter à la poitrine. Karina était introuvable, probablement distraite par les éclats de rire de ses cousins, mais je sentais presque son regard chercher une échappatoire. Je ne dis rien, laissant ces mots pendre entre nous comme des branches basses. Le silence, j'avais appris, était souvent la réponse la plus puissante. Il suscitait la curiosité et, parfois, déstabilisait même l'interlocuteur. Blair, cependant, ne se laissa pas décourager. Elle se pencha comme pour partager un secret et baissa la voix pour que seul son ami à côté d'elle puisse l'entendre. J'entendis les mots, bref, ignore-le. Ce n'est qu'un facteur. L'ami émit un léger rire, celui qui se rattachait au ragot et au mépris. Le vin haussa le ton, le rendant trop désinvolte, trop insouciant. De toutes les années où j'avais subi ces piques, aucune ne m'avait autant blessé que ce moment de rejet collectif. Son inconscience, son hypothèse que je ne faisais que livrer des lettres et des colis, témoignaient de la distance qu'elle gardait entre mon monde et le sien. Je la regardais s'éloigner, les hanches déhanchées de triomphe, et je sentis une pointe d'irritation m'envahir. Mais cette même irritation était là depuis des années, cachée derrière un semblant de calme. J'ai pris une grande inspiration, humé l'odeur de la fumée du barbecue et de la chaleur estivale, et me suis rappelé que ce champ de bataille était le sien. Quand Karina est enfin réapparue, elle a posé doucement une main sur mon bras. Son expression était désolée. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré, mais ces mots se sont noyés dans la cacophonie familiale. J'ai secoué légèrement la tête. « Ne t'excuse pas pour elle », ai-je dit à voix basse. Elle s'épanouit dans ce sentiment. Elle a hoché la tête, les yeux baissés, comme soulagée que je reconnaisse la difficulté. Mais je savais qu'elle avait toujours détesté les conflits, et la voir fuir la confrontation rendait ma tâche plus difficile. Je me suis forcé à me tenir droite, à laisser ma posture indiquer que je ne me laisserais pas intimider. De l'autre côté du jardin, Blair avait rassemblé un petit groupe de femmes autour de la table de pique-nique. Je l'entendais par-dessus le fracas des ustensiles et des assiettes tandis qu'elle décortiquait ma tenue. La façon dont ma chemise était trop ample, les raflures sur ma chaussure gauche, la simplicité de ma montre. Elle a catalogué chaque défaut perçu avec la précision d'un évaluateur impitoyable. J'étouffais sous cette attention, et pourtant je refusais de la regarder. Au lieu de cela, je laissais mon regard dériver sur les visages familiers de la famille de Karina, des cousins que je connaissais à peine, des tantes dont les noms m'échappaient, des oncles occupés à échanger des anecdotes de golf. Tous saluaient la performance de Blair, ces moqueries validant leur propre indifférence à mon égard. Je me suis rappelé pourquoi j'avais choisi de jouer l'homme invisible pendant si longtemps. Moins ils attendaient de moi, moins je risquais d'être déçu, mais à chaque pic chuchoté, je sentais les murs que j'avais érigés autour de moi trembler. Pendant des années, j'avais trouvé du réconfort dans leur ignorance. Ils pensaient que je livrais du courrier pendant que je dirigeais leur maison mère. Mais maintenant, je me demandais, méritais-je leur mépris simplement parce que je les avais laissés me mal comprendre ? Cette pensée me piquait comme une accusation, mais elle allumait aussi une étincelle de détermination. Une douce brise faisait bruisser les feuilles au-dessus de ma tête et portait la faible mélodie des conversations depuis la terrasse. Un cousin en questionna un autre sur son travail, et la réponse fut donnée avec une fierté vaniteuse.
Projet d'expansion sur de nouveaux marchés, stratégie de pointe pour doubler le chiffre d'affaires. Les journalistes s'imprégnaient des éloges, ignorant totalement que la prochaine opportunité était entre mes mains. J'avalais ma salive et m'avançais, réduisant la distance entre moi et le groupe. Blair marqua une pause au milieu d'une phrase, les lèvres entr'ouvertes comme pour lancer une nouvelle insulte. Au lieu de cela, je lui adressai un hochement de tête. Froid, mesuré, contrôlé, et lui dis, profitez bien de l'après-midi. Ses sourcils se froncèrent, l'incertitude se lisant sur ses traits. Les femmes à côté d'elle laissèrent échapper un rire hésitant, mais je lus la confusion dans leurs yeux. Elles s'attendaient au même silence soumis que chaque année. Ce qu'elles obtinrent en revanche fut un calme impénétrable qui préfigurait la révélation à venir. Je sentis la tension dans mes épaules se relâcher légèrement, comme si j'avais repoussé une force invisible. Karina s'approcha de nouveau, posant sa main dans mon dos, un geste de solidarité plutôt que de pitié. Une question s'insinuait dans ses yeux. « Tu es sûr ?» Mais je n'hésitais pas. Je reportai mon attention sur le rassemblement, respirant l'arôme de la viande rôtie et de la terre humide. Ce barbecue était devenu une audition, et j'étais prêt à sortir de l'ombre. Les piques et les plaisanteries qui avaient si longtemps défini mon rôle ici n'avaient plus d'emprise sur moi. Je garderai mes secrets pour l'instant, laissant le silence s'élargir entre nous jusqu'au moment opportun. Et quand ce moment viendrait, leur rire mourrait sur leurs lèvres. Mais cet après-midi-là, je resterai simplement parmi eux. Une scène encore à découvrir. Conscient du jeu qui s'étendait devant moi, j'arrivai à pied cet après-midi-là, choisissant un chemin sinueux le long de rues tranquilles pour pouvoir me glisser dans le jardin sans être vu. Ma tenue était volontairement quelconque, un thé gris doux, un jean foncé remontant jusqu'aux genoux et des chaussures basses en toile qui avaient connu des jours meilleurs. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche arrière et n'ai emporté qu'un léger coupe-vent au cas où l'air du soir se rafraîchirait. Pas de mallette, pas de montre qui crie succès, juste moi dans ma forme la plus neutre, me fondant avec aisance dans le décor de banlieue. Mon objectif était simple, gérer ma surprise le plus subtilement possible, laissant la curiosité s'éveiller avant de frapper. En franchissant la porte coulissante en verre, le chœur habituel des voix m'a submergé. La cousine de Karina, Zoé, bavardant près du buffet. Un groupe d'oncles hochant la tête en regardant les résultats sportifs, des enfants criant en cercle autour de l'arroseur. J'ai inspiré profondément, goûtant le goût sucré des glaces à l'eau fondante et le parfum terreux de l'herbe fraîchement coupée. Tout était en parfait équilibre. La tension était en réserve, n'attendant qu'un catalyseur. Je me suis déplacé en marge de la réunion, rentrant ma veste sur un bras, cherchant le bon moment. Puis, sans prévenir, c'est arrivé. Une élégante Tesla noire s'engagea dans l'allée, son vrombissement électrique dissolvant le bruit du quartier comme une ondulation dans l'eau. La surface polie de la voiture reflétait le soleil de fin d'après-midi, luisant d'un éclat presque prédateur. Elle s'arrêta en douceur à côté du SUV impeccable de Blair, et je vis la scène basculer sur son axe. Les conversations s'interrompirent au milieu des phrases. Les assiettes s'immobilisèrent à quelques centimètres des bouches. Même l'arroseur sembla faiblir, laissant flotter des gouttes gelées dans l'air. Blair fut la première à le remarquer. Elle se penchait pour critiquer l'assaisonnement du maître du grill. Une expression de supériorité se peignit sur son visage lorsque son regard se posa sur la nouvelle venue. Sa main se relâcha autour de l'assiette en carton qu'elle tenait, et des côtes tombèrent sur l'herbe en une traînée cramoisie. Le halètement collectif de ses proches résonna violemment. Elle fixa la Tesla comme si elle allait exploser, les yeux écarquillés, entre le choc et l'indignation. Le jardin, autrefois animé par le rythme paisible des bavardages et des rires, sombra dans un silence pesant. Même les cigales qui tournoyaient habituellement autour de la clôture s'immobilisèrent, comme si le monde s'était arrêté de tourner. Je me retournai complètement, la curiosité rongeant mon sang-froid. Une grande silhouette émergea du siège conducteur, large d'épaules et impeccablement vêtue d'un costume bleu marine sur mesure qui évoquait le pouvoir des entreprises. Ses cheveux, noirs avec des mèches argentées, étaient soigneusement peignés en arrière, et ses yeux gris perçants semblaient tout cataloguer d'un seul coup d'œil. Je le reconnus instantanément. Gregory Alt, le PDG de la holding que j'avais fondée et que je dirigeais discrètement depuis l'arrière-plan. Il était connu pour son caractère décidé, froid et sa quasi-absence lors des réceptions mondaines. S'il parlait, les employés étaient suspendus à chaque syllabe. S'il bougeait, les marchés l'observaient. Et pourtant, il était là, posant le pied sur la pelouse de la famille que j'avais appris à mépriser en silence. Mon pouce accéléra.
C'était le moment que j'avais orchestré avec précision. Malgré cela, sa présence me laissa perplexe. Il ferma la portière de la Tesla d'un léger clic et s'avança vers moi avec toute l'autorité d'un homme conscient de son pouvoir. Chaque pas était mesuré au rythme d'un silence stupéfait. Le bourdonnement du grill, le léger cliquetis des couverts, les rires lointains des enfants, tout avait été englouti par le poids de son entrée. Lorsqu'il me rejoignit, il me tendit la main. « Monsieur Callan, monsieur », dit-il d'une voix calme, empreinte d'autorité et de respect. Sa poignée de main était ferme, de celle qui ne laisse aucun doute sur qui a le dessus. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Son ton était curieux, mais pas moqueur, comme s'il respectait ma décision de venir à pied, déguisé, et admirait l'ingéniosité de la révélation. Je gardai un sourire posé, laissant la célébration de son arrivée se propager à ceux qui nous entouraient. « Grégory », répondis-je avec la même fermeté. « Je suis content que vous ayez trouvé l'endroit. » Mes mots ont un double poids. Une reconnaissance personnelle et un signal à mes beaux-parents que la donne avait changé. Le jardin resta plongé dans un silence de mort. Les assiettes étaient oubliées, les conversations suspendues, et même les oiseaux semblaient paralysés en plein vol. Puis un faible gazouillis rompit le silence. Un rouge-gorge perché sur le poteau de la clôture se remettait de son propre choc. Mais le choc s'était déjà propagé. Les proches échangèrent des regards perplexes et serraient leurs colliers de perles comme pour se protéger, tandis que les enfants observaient par derrière, pressentant un drame qui les dépassait. Blair semblait sur le point de s'effondrer. Sa bravade habituelle s'était évanouie, la laissant pâle et les yeux écarquillés. Elle n'était plus en position de domination. Au lieu de cela, elle semblait petite et vulnérable sous la force combinée de notre invité silencieux et puissant. Une goutte de sueur perla sur sa tempe tandis qu'elle peinait à former des mots. Finalement, elle parvint à murmurer « Pourquoi ? Pourquoi est-il ici ?» Grégory la regarda avec un détachement poli et sans fournir d'explication. Au lieu de cela, il se tourna vers moi, un léger sourire narquois au coin des lèvres. J'avais entendu dire qu'il y avait une réunion qui valait la peine d'être vue. Sa voix contenait la promesse tacite que sa présence changerait tout. Je détachai la veste de mon bras et la passai sur mon épaule, lui rendant son sourire narquois d'un regard fixe. Autour de nous, l'invité commença à s'agiter, incertain, absorbé par notre échange silencieux. Tout se passait bien, dis-je d'une voix suffisamment basse pour que lui seul puisse l'entendre. Jusqu'à votre arrivée, il haussa les sourcils et se pencha comme si le secret que nous partagions exigeait de l'intimité. Précisément, murmura-t-il en me serrant doucement l'épaule avant de se diriger vers le buffet, laissant derrière lui une traînée de visages stupéfaits. Je le regardai s'éloigner, la grâce de sa démarche et l'éclat de sa présence perçant la brume de l'après-midi. À cet instant, je ressentis une bouffée de contrôle exaltante. J'ai convoqué l'architecte de leur chute dans mon théâtre personnel, et chacun d'eux était un public réticent. Le barbecue ne serait plus jamais le même, et moi non plus. On aurait pu entendre une grappe de raisin tomber sur la pelouse. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles de chêne, dessinant des motifs tachetés sur l'herbe. Mais même la douce chaleur ne parvenait pas à dissiper le silence stupéfait qui paralysait le jardin. Des assiettes pendaient en l'air. Les boissons s'arrêtaient à mi-chemin de leurs lèvres assoiffées, et toutes les conversations s'arrêtaient net. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté pour assister au moment où j'ai enlevé mon camouflage et révélé la vérité qu'aucun d'eux ne soupçonnait. Le regard de Blair vacillait entre moi et Grégory, son patron, mon employé, qui se tenait nonchalamment près du buffet comme s'il venait de s'offrir une seconde portion de salade de pommes de terre. Son patron, l'homme qu'elle avait flatté lors des réunions du conseil d'administration et qu'elle considérait comme le sommet de sa vie professionnelle, était désormais la preuve vivante de quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Zoé, la cousine de Karina, habituellement prompte à répondre. Après un commentaire sarcastique ou une plaisanterie, elle se figea, la main sur un bol de Clélau. Ses yeux écarquillés se posèrent d'abord sur moi, puis sur Grégory. Je réprimai une vague de satisfaction en voyant son étonnement. Les relations dont cette famille était fière, ses hiérarchies sociales soigneusement entretenues, s'effondrèrent en un instant. Lorraine, la mère de Karina, serrait si fort ses perles qu'elles en tremblaient. Ses lèvres se pincèrent légèrement, comme si elle cherchait une syllabe pour exprimer le choc qui la submergeait. Pendant ce temps, Harold, le père de Karina, pâlit, un hot-dog à moitié porté à sa bouche, et le laissa retomber dans son assiette avec un bruit sourd et humide. Blair vacillait comme un arbre pris dans une soudaine rafale de vent.
Elle semblait sur le point de s'évanouir, mais sa fierté s'enflamma obstinément contre la vague d'humiliation qui menaçait de la submerger. « Attends, tu es le PDG » balbutia-t-elle d'une voix aiguë et tendue. La question flottait dans l'air, absurde dans son innocence. Elle pouvait à peine formuler les mots, comme si son esprit refusait d'accepter la réalité qui se présentait à elle. Elle qui m'avait si négligemment rejeté comme un simple facteur se retrouvait face à l'homme dont les décisions avaient façonné sa carrière. La femme qui se targuait de son sens des affaires découvrait maintenant que ses réalisations, et même sa subsistance, étaient soumises à mon autorité discrète. Gregory Holt lui adressa un signe de tête poli, la posture détendue, l'expression indéchiffrable. « Oui » dit-il d'une voix douce mais portante, à travers le silence, tel un marteau judicieux. Il but une gorgée nonchalante de son verre, comme s'il discutait de la météo plutôt que de rendre un verdict qui résonnerait dans tous les services de son entreprise. Le voir siroter cette eau pétillante, calme et posée, ne fit qu'accentuer le silence qui nous enveloppait. Il savourait son rôle de complice involontaire dans mon dévoilement, et je compris que sa présence ici servait à la fois mon amusement et mes objectifs stratégiques. Je levai lentement mon verre, le pétillant chatouillant les bords tandis que je prenais une gorgée délibérée, savourant-le un instant. Mon regard parcourut les visages rassemblés, cherchant les réactions qui confirmeraient l'impact de cette révélation. Les cousins, regroupés près du pinson, s'agitèrent, mal à l'aise, comme s'ils hésitaient soudain entre poursuivre leur bavardage ou fuir. Une dernière esquissa un demi-sourire. Puis son expression devint penaude. Même les enfants interrompirent leur partie de chat, penchant la tête en observant les adultes avec curiosité et un malaise grandissant. Je sentis un calme serein m'envahir, contrastant fortement avec la tempête d'émotions qui tourbillonnait parmi ma belle famille. Blair retrouva sa voix, bien qu'elle vacillait comme un instrument mal accordé. « Mais je croyais que tu livrais des colis. » Sa bouche forma ces mots comme si elle goûtait une amertume pour la première fois. L'idée que je puisse concilier mes deux identités, celle d'un humble livreur et celle d'un cadre supérieur, lui était inconcevable. Sa vision du monde, fondée sur l'étalage ostentatoire de richesses et de statut, ne laissait aucune place aux subtiles complexités qui me définissaient. Je répondis avec douceur, laissant mon ton exprimer à la fois grâce et autorité. « Parfois, oui » dis-je en posant mon verre sur une table proche et en me tournant complètement vers elle. « Ça me permet de garder les pieds sur terre. » Les mots étaient simples, mais ils résonnaient d'une vérité plus profonde. J'ai choisi de garder l'anonymat car je comprenais la valeur de la perspective. Dans l'humilité d'un uniforme, dans la routine d'une tournée postale, je me suis rappelé l'importance de chaque maillon de la chaîne. Sans les facteurs, les colis n'arrivaient pas à destination. Sans les magasiniers, les stocks stagnaient. Ma fondation reposait sur une connaissance subtile de chaque couche, et cette compréhension a renforcé mon leadership. Un murmure parcourut la foule tandis qu'ils assimilaient ma réponse. La mère de Karina ouvrit la bouche, sans doute pour réprimander ma candeur, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Karina elle-même s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle murmura le mot « excuse », mais je la repoussai d'un geste doux. Ce moment n'avait rien à voir avec ses excuses. Il s'agissait de gagner ma place à leurs yeux, d'exiger le respect qui m'avait été si longtemps refusé. Je tendis la main et pris la main de Karina, qu'elle serra pour la rassurer. Elle puisa de la force à ce contact. Ses épaules se redressèrent, comme portées par un objectif commun. Harold s'éclaircit la gorge, détournant l'attention de la situation difficile de sa fille. « Eh bien, regarde-toi » s'exclama-t-il, la voix tremblante d'un enthousiasme forcé. « Notre gendre, un magnate. Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Sa question résonna dans la cour, un aveu involontaire qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de demander. Leur supposition, fondée sur mon silence, les avait aveuglés sur une réalité pourtant évidente. Je soutins son regard avec respect, car, lorsque je restai silencieux, je répondis d'une voix ferme et sans crainte. « Vous m'avez tous montré qui vous êtes. » Ces mots résonnèrent comme des pierres tombées dans l'eau calme, créant des ondulations concentriques dans chaque relation présente. Je laissai le silence s'attarder, le poids de ma déclaration s'abattant sur eux comme un crépuscule. Ce n'était ni vantard ni malveillant. C'était simplement la vérité mise à nu. Blair tenta d'intervenir à nouveau pour retrouver un semblant de dignité, mais ses paroles s'agitèrent et vacillèrent. C'est Gregory qui m'a interrompu, s'avançant avec une politesse mesurée. « Et puis, monsieur » dit-il en s'adressant à Harold avec une légère inclination de la tête. « C'est grâce à monsieur Ken que vous avez encore un emploi. »
Il y avait une recommandation de réduire les effectifs de votre service. Il la bloqua. Sa révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le visage d'Harold se vida de ses couleurs et les invités échangèrent des regards horrifiés. L'homme qui m'avait autrefois traité comme un étranger jetable dépendait désormais entièrement de ma bienveillance. À cet instant, j'éprouvai un profond sentiment de vérité. Le barbecue familial avait toujours été le lieu où il m'évaluait. Mais aujourd'hui, la tête leur était tombée. Il m'avait vu à mon bureau, caché derrière des feuilles de calcul et des vestes de costume. Mais surtout, il m'avait vu ici, m'appropriant mon récit, démantelant leurs hypothèses et redéfinissant ma place dans leur vie. Le bruit de fond de leur ragot s'estompa dans un silence respectueux, ne laissant que la vérité résonner dans l'air du jardin. Les murmures commencèrent presque aussitôt, doux au début, comme le sifflement de la vapeur s'échappant d'une théière, puis s'enflant en un chœur de spéculation qui se répandit dans le jardin. Lorraine, la mère de Karina, la serrait contre elle. Ses perles étaient si serrées qu'elles claquaient contre sa poitrine, son regard oscillant entre moi et les visages stupéfaits de ses invités. Mon regard restait fixe, ancré à la clôture basse en bois où des touffes de lierre vert frémissaient dans la brise de l'après-midi. J'étais monté sur scène en sachant que mon public s'agiterait mal à l'aise. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la rapidité avec laquelle les rôles s'inverseraient. La femme qui me considérait autrefois comme la simple factrice baissait la tête comme sous l'éclat d'un projecteur inattendu. Avec un calme acquis, je levai mon verre et bus une gorgée, laissant la douceur pétillante se déposer sur ma langue. L'acidité des agrumes et la fraîcheur des glaçons me calmèrent, un bref répit dans la tension soudaine qui crépitait autour de nous. Blair se tenait à proximité, son mari se positionnant maladroitement comme un tampon, les yeux rouges de confusion et d'humiliation. Elle me fixait, les lèvres entr'ouvertes comme pour parler, pour finalement ravaler ces mots qui, je le savais, trahiraient sa fierté. Karina se tenait à mes côtés, la main dans la sienne. Un léger effleurement contre mon bras, un appel muet à la douceur. Mais je savais que si je m'adoucissais maintenant, la leçon me glisserait entre les doigts comme du sable. Il devait goûter chaque miette de ce humble gâteau. La voix tremblante de Lorraine s'éleva enfin au-dessus du bourdonnement des ailes d'insectes. Mais j'étais si sûr de qui tu étais, balbutia-t-elle. Tu n'as jamais dit le contraire. Son accusation s'envola dans l'herbe où elle se dissipa, impuissante. Je posai mon verre au bord d'une table de pique-nique, les pieds fermement ancrés dans la terre. Parce que je t'ai laissé y croire, dis-je d'une voix posée et calme. Le silence peut être plus révélateur que les mots. Je marquai une pause, laissant le poids de cette déclaration s'imprégner. Je vis la réalisation se dessiner dans ses yeux. Une lueur de remords éclaira son expression avant que la honte ne la remplace. De l'autre côté de la cour, Harold s'éclaircit bruyamment la gorge, attirant l'attention sur lui par une toux qui résonna comme un marteau. Il tapota la poche de sa veste comme s'il cherchait un micro qui pourrait amplifier son autorité. Eh bien, si vous aviez voulu que nous sachions le contraire, vous auriez pu nous le dire, dit-il d'un ton mi-accusateur, mi-déconcerté. Il jeta un coup d'œil à Karina comme si elle aurait dû se méfier. Je l'ai regardée fixement. J'ai épousé votre fille pour ce qu'elle est, répondis-je. Pas pour les présentations extravagantes ni les éloges. Je regardai alors Karina, et elle hocha légèrement la tête, puisant sa force dans la vérité qui se lisait dans mon regard. Mes réussites parlent d'elles-mêmes. Je n'avais pas besoin de votre approbation, juste de votre honnêteté. Une tante, Madame Henderson, celle qui m'avait offert un supplément de salade de pommes de terre plus tôt, s'approcha, lissant sa robe à fleurs de ses mains tremblantes. Nous avons peut-être été trop promptes à juger, murmura-t-elle, les yeux baissés. Vous devez nous pardonner. Ses excuses étaient sincères, les premières à surgir sans être empreintes d'ego. J'inclinai la tête en signe d'acquiescement. Je vous pardonne, dis-je doucement. Mais j'espère que nous en tirerons tous une leçon. La simplicité de mes mots sembla rééquilibrer l'atmosphère, reportant le poids de mes attentes sur leur propre humilité. Blair se retira vers le réfrigérateur, où elle serrait un verre de vin comme une bouée de sauvetage. Je la suivis des yeux, remarquant la façon dont ses épaules tremblaient sous le regard de la mère de sa sœur. Elle croisa mon regard et tressaillit, comme si j'étais sur le point de lui asséner un nouveau coup. Au lieu de cela, je lui adressai un petit sourire, presque compatissant. Je ne veux pas te gâcher la vie, dis-je d'une voix plus douce. Je veux simplement que tu comprennes les conséquences des suppositions. Sa lèvre trembla, son visage poli se fissura. Elle déglutit difficilement, puis leva le menton comme pour me mettre au défi d'une nouvelle confrontation.
Je secouai doucement la tête. Peut-être vaudrait-il mieux que nous prenions un nouveau départ. Alors que je me détournais, les murmures se transformèrent en un silence contemplatif. Les invités échangèrent des regards qui témoignaient du changement. Ils n'étaient plus de simples observateurs de mon insignifiance perçue. Ils reconnaissaient désormais en moi une autorité discrète qu'ils avaient autrefois rejetée. Je me dirigeai d'un pas nonchalant vers la clôture où les enfants avaient repris leur partie de chat. Leur rire contrastait vivement avec la gêne des adultes. Karina me rejoignit et glissa sa main dans la mienne. « Merci », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Pour sa fermeté, je serrai sa main, sentant la chaleur de son admiration me traverser. « Toujours », murmurai-je. Ensemble, nous retournâmes vers le rassemblement, notre présence unie symbolisant l'unité. Lorraine s'avança, la posture plus droite, les épaules droites, marquées par un respect retrouvé. « Pourriez-vous nous faire l'honneur de rester dîner ?» demanda-t-elle d'une voix désormais assurée, dénuée de toute prétention. Je lui rendis son regard d'un hochement de tête. « Avec plaisir », répondis-je. À cet instant, le jardin sembla transformé. Ce n'était plus un champ de bataille pour des indignités silencieuses, mais un espace où les vérités pouvaient être dites et reçues sans crainte. Le reste de l'après-midi se déroula avec une bienveillance prudente. Les conversations ont repris, cette fois teintées d'intérêt réel plutôt que de courtoisie creuse. Un oncle m'a posé des questions sur mon travail, non pas parce qu'il se sentait obligé, mais par réelle curiosité. Blair, toujours au visage rouge, a offert des excuses provisoires que j'ai acceptées avec un signe de tête encourageant. Les enfants ont couru autour de nous, leurs joyeuses cris ont tricoté les morceaux de retour normalement. Le ciel s'est approfondi en or fondu alors que le soleil plongeait plus bas, lançant la fête dans une lueur chaude et indulgente. Alors que je soulevais mon verre pendant une seconde toast, cette fois aux côtés de Lorraine et Harold, j'ai senti un sentiment de fermeture s'installer sur moi. Le goût de l'humble tarte s'attarda sur les lèvres de chacun, mais il a été tempéré par la douceur de la rédemption. J'ai regardé Karina, ses yeux brillants dans la lumière qui s'estompe, et je savais que notre mariage émergerait plus fort pour avoir résisté à ce test. À ce moment-là, j'ai compris que le vrai respect n'a pas été gagné par de grands gestes, mais en révélant son authentique et en osant les autres à vous voir, à des défauts et à tout. La transformation qui a percuté l'entreprise a commencé tranquillement sans fanfare ni avertissement. Je me suis assis dans la salle de conférence, le soleil de fin de matinée se répandant sur la table en chêne poli alors que les cadres supérieurs se sont installés et se sont plaints. L'air fredonnait avec un mélange familier d'anticipation et d'anxiété. C'est là que j'ai prospéré, où les décisions stratégiques ont pris forme à huis clos, affectant des milliers d'employés et d'innombrables parties prenantes. En tant que président, j'ai exercé une influence sur la précision. Pourtant, je n'avais jamais donné un coup tout à fait comme celui qui attendait Blair. La réunion du conseil d'administration a commencé avec les formalités habituelles, un appel de rôle, l'approbation des procès-verbaux de la session précédente et les mises à jour préfeintes sur les questions de routine. Mon regard dériva vers Blair, qui était assis rigidement sur sa chaise, les joues sont toujours rincées de la débâcle du barbecue. Elle a tenté un sourire poli, mais jeta un coup d'œil nerveusement à l'écran de projection affichant le premier élément de l'ordre du jour, la restructuration et l'optimisation de l'efficacité. Les murmures se sont ondulants dans la pièce tandis que ses collègues échangeaient des regards curieux. Je me penchai en arrière, les bras pliés, laissant le poids des attentes s'installer sur le groupe. Monsieur Callen, le PDG, a commencé, sa voix stable alors qu'il introduisait les propositions. Nous avons identifié plusieurs domaines où les coûts opérationnels peuvent être réduits tout en maintenant ou même en améliorant la qualité des services. Je vais passer en revue les mesures de chaque département et les modifications proposées. Il a cliqué sur la télécommande et une série de graphiques a peuplé l'écran. Production de production, allocation budgétaire, effectif contre les métriques de performance. Chaque barre et ligne représentait des semaines d'analyse par nos meilleurs consultants, y compris des idées tirées de mes propres évaluations confidentielles. Lorsque nous avons atteint le département de Blair, l'atmosphère a changé. Sa division responsable des campagnes de marketing régional a montré une tendance troublante. La hausse des dépenses, la croissance stagnante et un budget gonflé disproportionné avec les livrables. La suggestion flottait à l'écran. Consolider les équipes marketing et réaffecter le leadership. Évaluer les performances individuelles pour la réaffectation ou la rétrogradation. Un silence est tombé sur la pièce. Les jointures de Blair s'écarquillèrent alors qu'elle agrippait le bord de la table. Ses phalanges trahissaient sa peur. Je l'ai regardé momentanément,
rappelant comment elle m'avait rejeté comme trivial quelques jours auparavant. Son sentiment de supériorité lui avait donné un faux bouclier. Maintenant, ce bouclier était brisé par la logique froide de la gouvernance d'entreprise. Je ne ressentais aucun plaisir à son inconfort, seulement un engagement résolu envers l'équité et l'efficacité. La santé de l'entreprise était primordiale et j'ai refusé de laisser le népotisme ou des rancunes personnelles assombrir mon jugement. Le PDG a continué à détailler la justification. Nous avons référencé les résultats du projet, les scores de satisfaction des clients et les dépassements de coûts. Les données indiquent que 3 gestionnaires régionaux, dont Madame Callen, ont systématiquement sous-performé par rapport à leur compensation. Réaffectation à un marché avec un potentiel de croissance, mais les frais généraux plus faibles pourraient recalibrer les attentes et offrir des opportunités de développement. Son ton est resté neutre, mais l'implication était claire. Blair ferait face à une rétrogradation à moins qu'elle ne choisisse de se retirer. Un murmure est passé de l'un des membres du conseil d'administration, un allié de longue date du père de Blair. « N'est-ce pas brusque ?» demanda-t-il, des sourcils tricotés de préoccupation. Elle n'est dans ce rôle que 2 ans. Ne devrions-nous pas laisser plus de temps pour l'amélioration ? Sa voix portait une véritable inquiétude, du moins cela semblait. J'ai décroisé mes bras et parlé. Voix calme mais ferme. Les données ne mentent pas. Nous avons offert à Miss Callen de nombreuses opportunités et ressources. Pourtant, les mesures de performance ne se sont pas améliorées et l'impact financier continue de croître. Notre responsabilité fiduciaire nous oblige à agir de manière décisive. Je me suis arrêté pour laisser les mots résonner. Si nous retardons, nous risquons de nouvelles inefficacités et sapons la crédibilité de nos normes de performance. Plusieurs dirigeants ont hoché la tête en accord. Ma déclaration a renforcé une culture de responsabilité. Personne, indépendamment de l'ancienneté ou des liens, n'était à l'abri du contrôle. J'ai senti les yeux de Blair sur moi. Un mélange de trahison et de respect à contre-cœur se détourne dans leur profondeur. Elle a réalisé que je ne me pencherais pas pour elle, même en tant que membre de la famille par mariage. Mon allégeance est restée avec le bien-être de l'entreprise. Le conseil d'administration a déménagé à un vote. Au fur et à mesure que chaque main se levait, j'ai noté la décision unanime en faveur du plan de restructuration. Blair est resté silencieux, sa forme mince s'est effondrée dans la défaite. Le PDG a conclu, la résolution passe. La porte, son visage, je me suis approché et a offert un hochement de tête. M'ont renvoyé. Cette réaffectation est livrée avec un forfait de soutien robuste, une assistance à la réinstallation, des opportunités de formation et une option de départ basée sur le rendement si vous choisissez de partir. Je veux vous voir réussir, Blair, mais vous devez faire face aux défis que vous avez créés. Mon ton était compatissant, mais inébranlable. Considérez cela comme un réveil. Elle détourna les épaules, je suis en tremble à émerger dans le couloir, Karina est apparue à l'autre bout, son expression m'a accueilli. En marchant dans le couloir, j'ai réfléchi sur le bouleversement que j'avais déclenché. Le changement était plus que organisationnel. Cela témoigne du pouvoir de la vérité et de la responsabilité. La réaffectation de Blair servirait de rappel durable que les hypothèses ont eu des conséquences et que le véritable leadership signifiait faire des choix difficiles même lorsque des liens familiaux étaient en jeu. Et dans cette vérité, j'ai trouvé à la fois la satisfaction et un sens renouvelé. La semaine suivant, le barbecue a évolué avec l'élan d'un train de marchandises, des délais et des décisions s'accumulant comme des voitures de fret derrière la locomotive du changement. Je suis arrivé au bureau lundi matin pour trouver la salle de conférence bourdonnante d'énergie nerveuse. Le soleil de midi a coulé par les fenêtres du sol au plafond, jetant de longues ombres sur des piles de rapports imprimés et des états financiers brillants. J'ai mis ma mallette sur la table en acajou poli, pris un souffle stabilisant et signalé que la réunion commence. Bonjour, tout le monde, dis-je, la voix calme, mais portant le poids de l'autorité perfectionnée par des années d'orchestrant tranquillement des résultats. Les réalisateurs, les chefs de département et les cadres supérieurs ont levé les yeux de leurs notes. La tension dans la pièce tangible. Les yeux ont tourné vers l'écran du projecteur ou la première phase de lecture de diapositives. Dans les jours qui ont suivi le barbecue, j'avais travaillé en étroite collaboration avec notre CFO et un groupe de travail transversal pour affiner les plans que j'avais introduits la semaine dernière. Maintenant, il était temps de transformer la conversation en action. J'ai cliqué sur la télécommande et un graphique à barres est apparu, celui qui a suivi la performance départementale contre le budget au cours des 4 derniers trimestres. Ce n'était pas une image flatteuse.
Alors que les revenus globaux avaient augmenté, les poches d'inefficacité sont restées tenaces. Les dépenses de marketing ont grimpé en flèche alors que l'engagement client plate. Les coûts d'exploitation se sont glissés malgré les investissements en automatisation. La diapositive s'est terminée par une puce. Le réalignement immédiat et la réaffectation de leadership requis. J'ai scanné la pièce et tenu leur regard. Ces chiffres sont inacceptables. J'ai dit, nous ne pouvons plus tolérer une sous-performance soutenue n'importe où dans l'entreprise. Nous le devons à nos parties prenantes, à nos employés et à nos clients d'agir de manière décisive. Mes paroles ont réglé sur eux. La clarté de l'objectif dissipant tout doute persistant sur la voie à suivre. C'est-à-dire que le diaporama a décalé à la division de Blair. Des défauts de campagne manqués, des dépassements de la campagne et des commentaires des clients citant les briefs manqués et une mauvaise communication. La succursale du Dakota du Nord en vigueur immédiatement. Une indemnité basée sur les performances si elle choisit de ne pas déménager. Un tamis de murmures a percuté le groupe assemblé. Un vice-président senior s'éclaircit la gorge. N'est-ce pas une mesure dure, a-t-il demandé, transmettant la question pérenne sur l'équilibre entre la compassion et la responsabilité. Peut-être qu'une période probatoire ici suffirait. Je lui ai jeté un coup d'œil, offrant un signe de tête respectueux avant de me pencher en avant. Nous avons offert une probation et des ressources supplémentaires au cours de la dernière année, comme documenté dans ces critiques. Malheureusement, les mesures ne montrent aucune amélioration soutenue. Il est impératif que nous respections les mêmes normes pour chaque exécutif. Si nous hésitons maintenant, cela sape notre crédibilité. La lèvre de Blair trembla alors qu'elle échangeait un coup d'œil rapide et désespéré avec la tête régionale de RH assis à côté d'elle. Je pouvais voir la peur dans ses yeux. Peur non seulement pour sa carrière, mais pour sa réputation parmi les pairs qui la considéraient autrefois comme intouchable. Pourtant, je ne ressentais aucune satisfaction dans son inconfort. Au contraire, j'étais résolu que l'équité nécessitait parfois des choix difficiles. Le CFO interrogeait le formulaire de vote, décrivant comment chaque membre du conseil d'administration doit enregistrer son accord ou sa descente. Les mains levées rapidement en faveur, et lorsqu'il était clair, le mouvement s'est déroulé à l'unanimité, je me suis permis un petit signe d'appréciation. Le message était clair. Notre organisation était unie derrière la responsabilité et la performance. À la fin de la réunion, les collègues ont filtré, murmurant le déménagement audacieux. Je suis resté assis un instant, rassemblant mes papiers. Lorsque Blair s'est approché, sa posture était plus droite que ce à quoi je m'attendais, les épaules se sont affrontées comme si elle se préparait pour un échange final. Elle a rencontré mes yeux, le sien rempli d'un mélange complexe d'indignation et de quelque chose comme le respect. Monsieur Ken, commença-t-elle, voix tremblante mais stable. Je comprends pourquoi vous l'avez fait. Je souhaite juste que j'avais la chance de faire mes preuves. Je l'ai considéré pour un battement, pesant soigneusement mes mots. Vous avez eu toutes les chances, j'ai répondu tranquillement. Nous avons fourni des commentaires, des ressources et des conseils. Vous êtes celui qui a choisi des raccourcis et pris le crédit du travail des autres. Cette réaffectation n'est pas une punition, mais l'occasion de reconstruire votre approche et votre intégrité. Elle a avalé dur, je pense. Vous pouvez relever le défi. Rendez-vous dans le mien alors que nous descendions le couloir. J'ai serré sa main. Merci, répondis-je. C'était nécessaire. Son front se fronça légèrement. Êtes-vous sûr que vous allez bien? Je m'arrêtai, penchant contre le rebord de la fenêtre. L'horizon de la ville s'étendait au-delà du verre, un témoignage de l'entreprise que nous avons construite ensemble. Je le suis, dis-je, inhalant profondément. Parfois, les coupes les plus dures produisent la liste la plus propre. Karina reposa sa tête sur mon épaule. Je t'aime, murmura-t-elle. J'ai embrassé son temple. Et je t'aime, j'ai répondu. Maintenant, j'ai ajouté avec un demi-sourire. Rentrons à la maison. Nous avons gagné une soirée tranquille. Alors que nous quittions le bureau, j'ai senti le poids du leadership s'installer dans un rythme confortable. Les coupes propres de la semaine renverseraient l'entreprise, suscitant une concentration et une efficacité renouvelées. Et bien que le chapitre de Blair ait été temporairement modifié, je crois que cette réinitialisation servirait finalement sa croissance et l'intégrité de l'organisation autant qu'elle a répondu à mon propre besoin de justice. Les retombées ont commencé presque au moment où j'ai franchi notre porte d'entrée, portant toujours le poids du verdict de la salle de conférence sur mes épaules.
Mon téléphone a vibré avec insistance dans ma poche alors que Karina laissait tomber ses clés dans le bol près de l'entrée. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le nom de Lorraine a rempli l'idée de l'appelant, suivi d'une chaîne de messages manqués. Je l'ai fait taire et posé ma mallette, mais le bourdonnement ne s'est pas arrêté. La minuterie de four scénarisant en arrière-plan, la sonnette d'entrée entrant poliment, même le carillon d'une notification par email du système interne de mon entreprise. Chaque ping semblait être un rappel que ma vie personnelle était soudainement devenue aussi publique que mon entreprise. Dans le salon, une pile de plats de casseroles bordait la table basse, chacune enveloppée dans du papier d'aluminium et étiquetée dans l'écriture précise de Lorraine. Poulet Alfredo, casserole de haricots verts, cuisson de patates douces. Le volume de la nourriture en dit long. Les excuses ont cuit chaque centimètre d'eux. Cet archétype de contrition de banlieue. Je savais que le geste était authentique dans l'intention, mais la vue a fait resserrer ma poitrine. Karina doit avoir intercepté la première vague de messages. Texte plaidant pour le pardon, de longs courriels avouant l'ignorance et au moins une lettre manuscrite sur stationnaire portant notre crête de famille. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Il ne s'était jamais suffisamment pris en charge de demander qui j'étais. Pourtant, maintenant, ils voulaient faire leur regret dans mon dîner. Je suis allé à la cuisine et j'ai déballé la vaisselle avec l'aide de Karina. Elle a posé une casserole sur le dessus de la cuisinière et en a placé un autre au réfrigérateur. Ils essaient, dit-elle tranquillement, les yeux fixés sur les couvercles argentés. Mais cela ne efface pas ce qui s'est passé, j'ai hoché la tête, décollant un coin de feuille pour laisser la vapeur s'échapper. L'arôme du fromage et des herbes a rempli l'espace, chaleureux et familier. Je sais, j'ai répondu. Et j'apprécie l'effort, mais les excuses ne peuvent pas reconstruire la confiance. Pendant la nuit, elle tendit la main et prit ma main, son pouce se brossant les jointures. Le regrettez-vous ? Demanda-t-elle, la voix assez basse pour que je puisse entendre. J'ai rencontré son regard et j'ai secoué la tête. Non, ils avaient besoin de voir les conséquences de leurs hypothèses. Sur mon téléphone, les notifications s'étaient transformées en silène de Blair. S'il vous plaît, Karina, parlez-lui. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Les messages se sont brouillés les uns dans les autres. Des larmes, des promesses, des assurances frénétiques qu'elle changerait. J'ai résisté à l'envie de les supprimer en un seul coup. Au lieu de cela, je les laisse s'asseoir, un témoignage de la réaction en chaîne que j'avais mis en mouvement. Lorsque le mari de Blair a appelé, sa voix était tendue. Regardez, nous pouvons résoudre ce problème. Dites-moi simplement ce qu'il veut. J'ai répondu avec un bref texte. Il veut la responsabilité et le respect. Aucune réponse n'est venue, mais je sentais que le silence blessait plus que les mots que je pouvais élaborer. Ce soir-là, alors que Karina et moi nous sommes assis à un dîner impromptu de purée de pommes de terre et de poulet rôti, rien d'extravagant, cuit par nous. J'ai tiré mon ordinateur portable sur la table pour rattraper les emails urgents. Ma boîte de réception était un hybride de bouleversement et de bouleversement personnel. Les rapports des directeurs régionaux conscients des nouvelles attentes du conseil d'administration, demandes de réunions individuelles, mais également des courriels de suivi de Lorraine décrivant lorsqu'elle prévoyait de livrer ses casseroles, une RSVP pour Thanksgiving, et un rappel qu'elle avait déjà commencé à me tricoter un foulard pour l'hiver. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement, l'éclat de l'écran se diminue pour révéler mon reflet dans le verre noir. J'ai à peine reconnu l'homme qui a expiré lentement et a mis l'ordinateur de côté. La puissance que j'ai exercée était différente maintenant, enivrante et isolée. Karina s'éclaircit la gorge, remuant ses haricots verts avec une cuillère en bois. Votre beau-père a également appelé, a-t-elle dit. Il a laissé un message pour venir demain pour parler des choses. J'ai imaginé l'expression sérieuse de Harold alors qu'il essayait d'articuler le remords sans paraître condescendant. Dites-lui le dîner à 7 ans, dis-je, tentant de légèreté. Et que je porterai un jean, pas un costume. Elle sourit. Riley, je vais lui rappeler que c'est un rassemblement familial, pas une réunion du conseil d'administration. Nous avons ri doucement, mais le courant sous-jacent de la tension est resté, nous rappelant que notre maison était devenue le lien du drame d'entreprise et des calculs familiaux. Plus tard, je me suis retiré dans mon étude pour passer en revue l'audit final du rapport de performance de Blair, son ensemble de réaffectations et la clause de départ qui a persisté sur la table comme un choix silencieux. J'ai tracé les notes de marge avec mon bout de doigt, remarquant où j'avais encerclé des phrases sur la croissance, le potentiel et le développement du leadership.
Mon intention avait été de laisser la porte ouverte à la rédemption, mais le poids de mes attentes pressait fermement sur la page. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux, me souvenant de la façon dont le défi de Blair avait scintillé et a cédé la place à quelque chose de plus authentique. C'était peut-être le but de cette retouche, de retirer l'artifice et d'exposer la matière première pour un changement authentique. Au coucher, Karina m'a rejoint dans l'étude, s'appuyant contre le cadre de la porte. Elle leva son téléphone, affichant un message de Blair. « Merci de ne pas m'avoir laissé échouer tranquillement. » Les mots semblaient avoir une bague douce amère. Les yeux de Karina brillaient d'empathie. « Même elle le voit comme une opportunité maintenant, murmura-t-elle. J'ai tendu la main et lui a pris la main, l'attirant à côté de moi. « C'est l'espoir, dis-je. Qu'à travers l'inconfort, quelque chose que râle peut grandir. » Alors que je fermais mon ordinateur portable et que je me tenais à éteindre la lumière, j'ai senti un sentiment de résolution s'installer sur moi. Oui, les messages se poursuivraient, les casseroles se multipliaient et les excuses se dirigeraient, mais le véritable travail se trouvait pour forger de nouvelles connexions construites sur l'honnêteté et le respect mutuel. Dans notre mariage et dans mes responsabilités d'entreprise, j'avais appris que les frontières devaient être testées avant de pouvoir être redéfinies. Les retombées de la famille n'étaient pas une fin, mais un creuset, un procès par le feu qui forgerait des obligations plus fortes ou révélerait des fractures irréparables. Quoi qu'il en soit, j'ai accueilli la clarté. J'étais sorti de l'arrière-plan une fois pour réclamer ma vérité. Maintenant, je avancerai, illuminé par les conséquences et guidé par la promesse de transformation. Je suis entré dans la grande salle de bal, sentant une vague d'anticipation mélangée avec un courant sous-jacent familier de nerfs. La pièce était un lavage dans une lumière ambre chaude. Des lustres en cristal jetant des réflexions chatoyantes sur les planchers en bois dur poli. De longues tables vêtues de lin blanc croustillant étirées devant moi. Chaque endroit a été organisé méticuleusement avec l'argenterie étincelante et la chine délicate. Les invités ont grillé dans des grappes animées, des verres à vin équilibrés sur les doigts en tant que rire se répercute par une conversation polie. Un quatuor à cordes niché dans un coin a joué une douce sérénade. Les notes dérivant comme une belle brume à travers l'espace, lissant les bords de l'anxiété et rappelant à tout le monde l'élégance de la soirée. À l'extrémité de la pièce, Gregory Holt se tenait derrière le podium en acajou restauré, sa posture royale, adaptée à la perfection. Il a interrogé la foule assemblée avec le regard assuré d'un conducteur avant de soulever le microphone. Mesdames et messieurs, il a commencé à retenir la vocation. C'est mon privilège d'introduire un leader dont la vision et l'intégrité ferme ont guidé notre organisation vers une croissance remarquable. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre président, Monsieur Callan. Les applaudissements ont augmenté comme une vague, polis au début, puis plus fervents alors que je m'avançais, lissant les revers de ma veste avec un sang-froid soigneux. Je m'arrêtai sur le podium, permettant à la pièce de s'installer dans le silence. Les visages devant moi scintillent dans la basse lumière. Les membres du conseil d'administration qui avaient une fois remis en question mon ambition, chefs de département qui avaient frotté mes normes, collègues qui me considéraient maintenant avec un nouveau respect. Dans la rangée arrière, près de la sortie, assise Blair, sa posture rigide, expression soigneusement neutre, elle a serré la tige de son verre à vin comme si elle se préparait contre un coup de vent invisible, jointure blanche. Merci, Grégory, dis-je, voix stable. J'ai respiré, puis j'ai continué sans sauter un battement. Ce soir, nous célébrons l'excellence, les réalisations individuelles qui reflètent le dévouement, la créativité et la collaboration. Mais le vrai leadership est défini non seulement par nos victoires, mais par notre volonté de confronter les lacunes. Un murmure subtil a traversé le public. J'ai regardé le regard de Blair Skaz, trahissant la reconnaissance de l'intention plus profonde du discours. Quand j'ai assumé ce rôle, j'ai continué, j'ai découvert que le silence peut être des problèmes de masse aussi facilement qu'il protège la réputation. Il était tentant de maintenir des façades plutôt que de faire face à des vérités inconfortables. Mais le leadership exige la transparence. Nous devons faire briller la lumière dans tous les coins. Reconnaissez où nous faiblissons et transformons ces moments en carburant pour l'amélioration. La responsabilité n'est pas une rétribution. C'est la pierre angulaire du progrès. Mes paroles semblaient s'installer dans le couloir comme une douce pluie, et j'ai senti la tension dans la direction de Blair s'approfondir, comme si chaque phrase resserrait une bobine en elle. Je me suis déplacé pour mettre en évidence les succès de l'année, laissant les images danser sur un écran derrière moi. Lancement de produits, initiatives communautaires, travail d'équipe et action.
Chaque nom appelé pour un prix a attiré de véritables applaudissements. L'énergie soulevant le rassemblement dans un esprit d'unité. Pourtant, même son sourire s'est propagé et les félicitations résonnaient. Le courant de réflexion est resté. Les applaudissements d'un gagnant ont porté la mémoire de l'absence d'une autre, rappelant à tous que le succès et la responsabilité ont marché main dans la main. Alors que le récipiendaire final se déplaçant au milieu des acclamations, je suis retourné sur le podium pour clôturer les remarques. Portons cet esprit en avant, ai-je exhorté, non pas comme une destination, mais comme une boussole guidant nos efforts futurs. Puissions-nous embrasser la responsabilité, apprendre de nos faux pas et nous élever mutuellement vers des sommets encore plus élevés. En levant mon verre dans un toast silencieux, j'ai regardé des dizaines de lunettes soulevées à l'unisson, la lueur de verre contre la lumière, une affirmation silencieuse d'engagement partagé. Lorsque la pièce a éclaté dans une ovation debout, le son ressemblait à un tonnerre résonnant dans tous les coins de mon être. Après avoir quitté la scène, j'ai navigué sur une marée de sympathisants désireux de me serrer la main, d'exprimer ma gratitude et de poser pour des photos. Chaque poignée de main ressemblait à une autre brique posée dans une base de respect mutuel. Parmi la foule, j'ai aperçu des collègues qui avaient autrefois douté de mes méthodes, offrant maintenant des éloges sincères. La transformation était subtile mais profonde. La complaisance remplacée par la curiosité, indifférence tempérée par la reconnaissance des normes confirmées sans favoritisme. Puis, alors que la réception se déplaçait en grappe plus intime, j'ai ressenti une approche de présence prudente. Blair est sortie d'un groupe près de la sortie, ses pas hésitants mais déterminés. Elle fit une pause devant moi, regard d'un mélange complexe de défi et de vulnérabilité. Je mets de côté le verre que je tenais et je lui ai offert toute mon attention. « Tu m'as humilié » murmura-t-elle, la voix tremblant de blessure et de colère. Ses paroles pendaient entre nous comme un verre fragile. Je la considérais calmement, refusant de laisser l'amertume dicter ma réponse. « Je ne t'ai pas humilié, dis-je doucement. Vous l'avez fait vous-même avec arrogance et indifférence. J'ai simplement tenu un miroir. » Le feu dans ses yeux scintillait, la confusion et le soulagement se mêlant à ce moment de vérité. Ses épaules s'affaissèrent comme si un poids s'était levé. Le masque rigide a chuté, révélant un sentiment de reconnaissance que je lui ai peut-être offert plus que la punition. J'avais donné de la clarté. J'ai incliné ma tête dans un geste de compréhension. Il y a encore un chemin à parcourir, j'ai ajouté doucement. Celui construit sur le respect et la responsabilité. Choisissez-le et vous trouverez du soutien plutôt que du mépris. Blair reprend un souffle et hocha la tête, des larmes brillant au coin de ses yeux. Je me suis écarté, permettant à son espace de traiter. Alors qu'elle avait fondu dans la foule, j'ai senti que le dernier accord de la soirée résonnait en moi. La réunion avait atteint son objectif, d'honorer la réussite, mais aussi de souligner les valeurs qui ont subi un succès. Dans les conversations silencieuses qui ont suivi, dans l'énergie renouvelée que j'ai sentie parmi mes collègues, je savais que le message de ce soir résonnerait longtemps après que les lumières se soient amorties. En marchant à côté de Grégory vers le balcon de sortie pour un moment de respect, j'ai inhalé l'air nocturne, l'horizon de la ville scintillant au-delà de nous, il m'a applaudi sur l'épaule avec un sourire rare. « Bravo », dit-il simplement. J'ai hoché la tête, bourdonnant la poitrine avec la satisfaction d'un changement dur. La soirée avait été plus qu'une cérémonie. C'était une déclaration de principe. Et dans cette déclaration, j'avais réaffirmé non seulement mon propre but, mais l'avenir que nous construisions ensemble. L'une fondée sur la responsabilité, l'authenticité et le respect partagé. La saison des fêtes suivantes est arrivée avec son mélange habituel d'air croquant, des lumières scintillantes et la promesse de rassemblement de famille. Cette fois, cependant, le barbecue annuel semblait différent dans mon esprit. Je ne serais plus en arrière-plan. L'observateur silencieux qui transportait des assiettes et lavait la vaisselle sans commentaire. Au lieu de cela, je prendrais ma place délibérément. Plus l'appendice invisible de la famille de Karina, mais un égal dont il ne pouvait ignorer la présence. Le matin du barbecue, je me suis glissé dans le garage et j'ai glissé dans le siège du conducteur de ma Tesla, sa finition noire de minuit brillante même sous la douce lueur de l'aube. Je l'avais garé délibérément, tout comme je l'avais fait lors du premier barbecue lorsque le destin est intervenu. Aujourd'hui, je voulais que la voiture attende patiemment au bord de l'allée, un rappel subtil de la vie que j'ai menée au-delà de leurs hypothèses. Je me suis lavé les mains, j'ai glissé sur un pull marine bien coupé sur une chemise blanche croustillante et j'ai vérifié mon reflet dans le miroir de garage. Pas d'uniforme, pas de camouflage, juste un homme à l'aise dans son propre succès et son propre identité.
Au moment où j'ai monté le chemin de l'arrière-cour, j'ai entendu le rire et le bavardage des proches de Karina résonnant comme un refrain chaleureux. Le soleil du début de l'hiver a filtré à travers les branches nues des chênes et des érables, jetant de longues ombres qui dansaient à travers les pierres de patio. Une table chargée de jambes festes de dinde juste, de cidre épicé, de châtaignes rôties m'a fait signe vers l'avant, mais je me suis arrêté au seuil, savourant ce moment de transition. Karina se tenait près du grill, ses joues roses de l'air frais et de l'anticipation. Elle sourit quand elle m'a vu, un soulagement et une fierté se mêlant à son regard. J'ai hoché la tête avec une reconnaissance silencieuse, puis je me suis lancé dans le rassemblement avec des étapes mesurées. Le changement subtil a traversé le groupe comme un courant doux. Lorraine a posé son couteau à sculpture à 1000, surprise vacillant ses traits. Harold s'arrêta dans un mélange au milieu d'épices de cidre, des yeux s'élargissant alors qu'il prenait ma tenue et une posture confiante. Blair, qui a plané près du bol à punch, cligna des yeux rapidement comme s'il s'adaptait à la prise de conscience que je n'étais ni doux ni silencieux. Même Zoé, des ragoûts désireux sur le cousin de Karina, a gelé au milieu du chuchotement. Les enfants ont regardé les yeux de leur entraînement de boule de neige, curieux à la vue de moi en marchant au plutôt que de m'attarder en marche. Je me suis approché de la table du buffet et j'ai rempli mon assiette avec désinvolture, en sélectionnant un rouleau et une partie de légumes rôtis. Karina glissa son bras à travers le mien et se pencha. « Tu as l'air incroyable, murmura-t-elle, sa voix chaude. J'ai souri en serrant la main. « Merci d'avoir cru en moi, répondis-je. Puis levant mon menton vers sa famille, j'ai ajouté à haute voix, « Bonnes vacances, tout le monde. » Une consommation collective de souffle a salué mon salut, attirant l'attention du groupe. Lorraine s'est rétablie en premier, m'offrant un sourire provisoire. « Bonnes vacances, résonna-t-elle. Un silence planait comme s'ils attendaient que je fasse vaciller pour revenir au facteur qui m'avait jugé autrefois. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon assiette sur une table d'appoint à proximité et je me suis tourné pour les faire face complètement. J'ai beaucoup réfléchi à cette tradition familiale. J'ai commencé la voix claire et régulière sur la façon dont je me suis présenté ici au fil des ans. Silencieux, observant, accommodant. Mais cette année est différente. Karina et moi avons grandi d'une manière qui exige l'honnêteté et la présence. Je m'arrêtais pour laisser la gravité de mes mots s'installer. Je veux que vous sachiez qui je suis, non pas parce que j'ai besoin de votre approbation, mais parce que le respect doit être mutuel. Les têtes inclinées, les expressions se ramollissent en absorbant mon message. La main de Lorraine volait vers son cœur, ses lèvres se séparant de surprise. Harold s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes. Les yeux de Blair brillèrent, son défi antérieur, cédant la place à quelque chose de plus vulnérable. J'y le poursuivis, je suis l'homme qui distribue le courrier avec fierté, mais je suis aussi celui qui dirige cette entreprise en tant que président. J'apprécie la joie simple de la communauté, mais j'assume aussi des responsabilités que mon silence cachait autrefois. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme un remplaçant, mais comme le partenaire de Karina, avec une identité que vous êtes invité à reconnaître sans prétention. Un léger murmure parcourut la foule, mêlant respect et contrition. Lorraine s'avança et posa une main délicate sur mon bras. « Je suis vraiment désolée, dit-elle d'une voix chargée d'émotion. Je n'ai jamais voulu vous négliger. » Harold hocha vigoureusement la tête, les joues rouges. Nous ne l'avions pas remarqué. Blair les rejoignit d'une voix faible mais sincère. Je suis désolé aussi. Je vous respecte énormément. J'offris à chaque excuse un signe de tête d'acceptation. Merci, répondis-je. Faisons de ces fêtes un moment de partage authentique. Karina, voulez-vous me faire l'honneur? Je me tournai vers ma femme, qui rayonnait de fierté en prenant le couteau à découper. Elle regarda sa famille avec un regard nouveau. D'autorité, sa posture royale et chaleureuse. Alors qu'elle commençait à découper la dinde, les rires revinrent, cette fois empreints d'authenticité plutôt que de politesse. Oui, se dirigea vers moi. Les questions et les compliments se bousculaient sur la croissance de mon entreprise, mes réflexions sur la solidarité communautaire, et même de simples questions sur mes traditions de fêtes préférées. Je répondis avec franchise, surprise par la simplicité du partage. Des enfants me tiraient par la manche, me demandant si je voulais me joindre à leur partie de boule de neige. Je leur ébouriffai les cheveux et acceptai, laissant place à la joie dans l'air frais. Le jardin se transforma en un paysage d'engagement authentique, de relations naissantes, là où la superficialité régnait autrefois. Plus tard, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que les premières étoiles apparaissaient,
je me retrouvai debout près de la clôture où le lierre s'enroulait autour des planches patinées. Karina me rejoignit, se penchant contre moi en enroulant une écharpe autour de son cou. « Tu as réussi » dit-elle doucement, la voix teintée de triomphe. Je passai un bras autour de ses épaules. « On a réussi » corrigeai-je en l'attirant contre moi. Une famille ne peut s'agrandir que lorsque chaque membre révèle sa véritable nature. Nous regardions les membres de la famille se mélanger, leurs rires sincères, leurs conversations animées par la curiosité plutôt que par la supposition. Blair s'approcha de nous, deux chopes de cidre chaud à la main. Elle m'en tendit une avec un sourire hésitant. « Merci » dit-elle simplement. J'acceptai la chope, sentant sa chaleur se répandre dans ma paume. « Merci » répondis-je. Alors que la nuit tombait, les lanternes du jardin brillaient doucement, projetant un halo doré sur l'assemblée. Je levai ma chope en un toast silencieux à cet instant où je cessais d'être un simple facteur pour devenir un partenaire pleinement vu, respecté et apprécié. Dans cette lueur partagée, entouré de ma famille retrouvée, je me sentais plus chez moi que jamais.